et bienvenue dans ce 36e épisode du podcast Quantum, le podcast de l'actualité quantique française et internationale. Rien que ça. Bon, et c'est toujours avec Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Alors, plein d'actualités encore. Tu t'es pas reposé pendant ce mois Non, on ne se repose jamais, non, ça bouge tout le temps et encore, on ne parle pas de tout. Ah, tu fais même du tri. Bon, Et on est obligé merci de faire du pour... tri, et en France et à l'international. Ok. Bon, alors, on va démarrer avec l'actualité française et la région Île-de-France qui renouvelle son soutien à la recherche dans les technologies quantiques en finançant le domaine d'intérêt majeur Quantip, Quantum Technology in Paris Région. Je fais un peu de franglish, et qui est mené par le CNRS. Alors, ça prend la suite du DIM CIRTEC qui couvrait la période 2017-2022. Le projet quantique fédère les équipes de recherche quantique ainsi que les startups et les entreprises franciliennes. Et ça représente pas loin de 800 chercheurs, des docs et post-docs compris. Et ils sont répartis dans plus de 110 équipes de recherche de 32 laboratoires, CNRS, CEA, INRIA et universités. Ça fait du monde. Est-ce que ça fait beaucoup de monde pour le quantique par rapport à d'autres types de recherche ou Par pas? rapport à deux types, je ne sais pas, mais c'est clair que déjà, rien que dans la région parisienne, il y a du monde. Et il faut 800 probablement... chercheurs. Ah bah oui, mais ça intègre les docs et les post-docs. Je crois que dans les chiffres, c'est 800, ça comprend un peu moins de 300 chercheurs à temps plein. Mais tu fais Bon. x2 à x3 largement pour l'avoir à l'échelle française, ne serait-ce qu'avec Grenoble, ça fait quand même pas mal de monde. Donc, ça donne une idée un petit peu de la volumétrie du nombre de chercheurs, tout compris en France, dans les techno quantiques. Sachant que ça couvre surtout les laboratoires qui sont vraiment autour de la physique quantique et des technologies quantiques qui aboutissent à des applications. Il peut y avoir des chercheurs qui font du quantique fondamental, pas forcément compter là-dedans, je ne sais pas trop, quoi. Alors, ce DIM, comme on les appelle dans la région Île-de-France, ça finance plusieurs types de ressources. La première ressource que ça finance, c'est les doctorants et les post-doctorants qui sont choisis sur appel à projet. Il y a de l'équipement scientifique aussi. J'avais vu d'ailleurs la région Aura qui, à Grenoble et à Chambéry, finance beaucoup de matériel au CEA, donc c'est dans la lignée de ce genre de choses. Et puis, ça finance aussi des manifestations scientifiques, comme la conférence à laquelle on avait participé tous les deux, rappelle-toi, en novembre 2019, qui était organisée par Philippe Grangier. Alors, Mhm. il y a eu un petit changement de gouvernance aussi, puisque ce nouveau DIM, il est piloté par Hélène Perrin, qui est directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire de physique des lasers, qui est aussi enseignante à Normal Sup. Et donc, c'est bien de voir Hélène, qu'on connaît un petit peu, prendre les rênes de ce DIM. Ça représente quand même pas mal de financement. Je crois que c'est plus que 10 millions sur 5 ans en tout. Bon, mais écoute, c'est bien, ça s'active. Alors, on a eu aussi l'inauguration du laboratoire QTech de l'ONERA le 8 février, un laboratoire qui s'intéresse notamment aux capteurs quantiques utilisés dans l'aérospatial ainsi qu'au calcul quantique. Une véritable équipe s'est mise en place autour de ces usages. Tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Bah, j'y étais pas. D'ailleurs, je n'avais pas été invité. J'étais vexé d'ailleurs. Mais en tout cas, il y avait une conférence. Ah oui, il y avait une très belle conférence qui était organisée à l'école polytechnique, donc le 8 février, pour présenter ce nouveau laboratoire qui se structure. Et 3 heures qui sont disponibles en ligne. On va vous donner le lien. Et il y avait Oui, un notamment, petit. parmi les interventions, celle de 2 personnes qu'on connaît bien, il y avait Eline Diamanti qui Mhm. présentait de manière très didactique le thème des communications quantiques satellitaires, qui est un sujet important pour la cryptographie, et aussi Nicolas Treps, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, à la fois du LKB et de K-Labs, et qui, lui, parlait des applications de l'optique quantique dans le domaine, justement, aérospatial. Donc, voilà, je vous recommande la conférence. Elle est complétée par d'autres interventions, notamment d'autres chercheurs et de chercheurs de l'ONERA, qui expliquent notamment ce qu'ils pourraient faire avec du calcul quantique dans le contexte de l'ONERA, donc en simulation numérique et autres problématiques liées à ce métier. Alors, on continue l'actualité après les événements. Un peu de choses à lire. Un article de David Loussery dans Le Monde du 17 février sur les startups françaises du quantique avec la mise en lumière de Willink, une startup qui vient d'être créée par Tom Darras du LKB, avec comme conseiller scientifique de nouveau Élie Diamanti du CNRS, IPSIS,
Julien Laura du LKB aussi, professeur à Sorbonne Université, et Jean Lothiego de la société Micans pour le business development. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de les accueillir dans un entretien des codes quantum bientôt. Est-ce que tu veux raconter des petites choses là-dessus autour de cet Alors oui, article? alors dans cet article de David Larousserie, il y a en gros nos habituels usual suspects sont cités, hein, Pascal, Candela et C12 et quelques autres. Et c'était la première fois, en gros, que WeLink sortait du bois, on va dire. C'est une startup qui est en cours de création depuis quelques temps. Ils ont d'ailleurs suivi tous le parcours Deep Tech Founder, hein, au même titre que le projet de Nicolas Roch et Lucas Plana de Grenoble, le projet de Maud Vinet et Tristan Meunier dans le qubit silicium. Et alors, il s'agit d'une startup donc, dont on parlera bientôt, qui se lance dans la création d'une mémoire quantique à base d'atomes froids et qui aura deux cas d'usage. Premier cas d'usage, c'est de créer des répéteurs pour les communications quantiques pour qu'elles puissent fonctionner à longue distance. Et le deuxième, qui attire beaucoup d'acteurs du marché, c'est pour relier entre eux des processeurs quantiques pour faire du scale-out. C'est un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc, on va vous donner le lien sur cet article qui est intéressant parce qu'il fait un beau tour d'horizon des 30 PME et startups du quantique en France qui nous positionnent plutôt assez bien dans le concert européen. Bon. Et puis un autre papier issu des acteurs français des télécommunications quantiques qui décrit une architecture de pilotage de communication quantique par satellite. Ça aussi, tu peux nous dire des petites choses dessus? Bah, on retrouve Eleni, c'est pour la troisième fois. Encore Alors, pas qu'Eleni, il y a Laurent Pas Deforge de Kélénie. Parny, il y a Sébastien Tanzilli à Nice et de nombreux autres auteurs qui ont publié en fait un papier qui, à la limite, review paper, papier d'architecture, qui décrit justement dans le détail une proposition d'architecture de réseau de communication satellite pour partager des clés quantiques. Donc, c'est un beau papier, il fait 21 pages, il est publié sur Archive pour l'instant, et qui est dans la lignée des sujets qu'on vient de voir, notamment surtout l'intervention d'Eleni à l'école polytechnique. Il faudra que tu nous mettes le lien Ah bah bien que sûr, je je vais fournis te les laisser liens à chaque ajouter. fois. Oui. Bah, en fait, depuis quelque temps, je fais la pige régulière, quotidienne, des articles qui sont publiés sur Archive, le fameux site de préprint qui publie des articles à la fois destinés d'ailleurs à des revues, à comité d'auteurs quand ils sont soumis dans ces revues, ou des articles qui ne sont pas soumis dans ces revues. Voilà. Et comme par exemple ton essai Mitigating the Quantum Hype, qui décrit les caractéristiques de la hype quantique actuelle et qui la compare avec d'autres hype technologiques passées et actuelles, avec les effets vertueux, pervers, comment réduire ces derniers par des actions concrètes. Parce qu'en effet, tu l'avais soumis et tu attendais qu'il soit validé. Ils t'ont un peu taquiné, je crois. Alors, quel retour as-tu eu de cet article après Alors sa effectivement, j'ai mis 2 publication? semaines à le faire valider sur Archive, ce qui était un peu long. J'étais un peu Je ne vous dis impatient. pas l'état d'impatience d'Olivier tous les Oui, jours. oui, oui, parce que c'est normalement un papier sur Archive, il est publié directement le lendemain, quoi, puisqu'il n'y a pas de vraie validation, il n'y a pas de comité d'auteur. Mais il y a quand même un comité, Théodule, avec des gens de Cornell University, et paraît-il un certain David Gottsman, qui valide les papiers. Et il se trouve que mon papier, qui était un peu à cheval entre la physique, la société, la politique, la sociologie même, il a été validé pendant une période de temps assez longue et surtout, il a été classifié dans 3 catégories. Donc, il a été mis à la fois dans quantum physics, mais également dans politique, je ne sais plus, histoire des sciences, un truc comme ça. Donc, ce qui permettait finalement d'augmenter l'audience. Et contrairement d'ailleurs à beaucoup de papiers scientifiques qui sont publiés sur Archive, j'ai eu vraiment beaucoup de retours. J'ai eu des retours à la fois de chercheurs français, mais aussi des chercheurs étrangers, de renom d'ailleurs dans certains cas, qui m'ont envoyé par mail des témoignages assez détaillés sur la manière dont ils vivaient un petit peu cette quantum hype. Alors, ceux qui le vivent le moins bien, en général, c'est les chercheurs on va dire du secteur public, c'est les chercheurs de laboratoires publics qui parfois trouvent que les modes de communication des startups du secteur ont tendance à en rajouter un petit peu. Et notamment dans certains cas, certaines startups prétendent produire des premières scientifiques mondiales, alors que ce n'est pas vrai. Donc, j'ai quelques exemples que, pour l'instant, je ne vais pas documenter, je vais les garder pour moi, mais ça concerne les ions piégés notamment. Et donc, ça veut dire que ça concerne IonQ ou Quantinuum, et donc où ces sociétés ont tendance à un petit peu survendre leurs promesses. Alors, c'est un papier
un petit peu original de ma part, parce que c'est un papier que j'ai rédigé en essayant de suivre les canons de la recherche. J'ai utilisé le template des papiers à 2 colonnes publiés sur Archive. Il fait quand même 26 pages, il y a 118 notes de bas de page de référence, et il est assez documenté, quoi. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire 26 pages en anglais, j'en ai fait une version en français et en anglais de 5 pages qui sont toutes les deux sur mon blog. Donc, Bon, voilà. bah écoute, voilà, comme ça, vous avez la version courte, c'est quand même pas mal. Et c'est intéressant comme tout. En effet, la hype, hein, après, tu vas nous faire, y aura-t-il un univers du quantique peut-être après l'hiver de l'IA? Il y a Un des choses. univers, c'est-à-dire… L'hiver, Ah, un hiver, parce excuse-moi, j'ai mal compris. Un hiver, bah, c'est le que, risque. Il y a un risque. Alors, pas dans le quantique dans son ensemble. Certains m'ont dit que mon papier aurait dû être titré Mitigating the Quantum Computing Hype, pas le Quantum Hype en exact tant que tel, d'ailleurs. parce que dans le quantique, il y a les capteurs pour lesquels il n'y a pas vraiment de hype. D'ailleurs, à la limite, on pourrait dire que c'est under-hype. On pourrait probablement parler beaucoup plus des capteurs qui sont des produits qui existent, qui se vendent, qui ont moins d'incertitudes scientifiques, beaucoup moins en tout cas que le calcul quantique. Donc voilà, il y a un mélange de under-hype et d'over-hype selon le sujet. Et… Mais paradoxalement, la hype sur le calcul quantique, si jamais elle aboutissait à un hiver, elle aurait un effet sur les capteurs, indirectement. Parce qu'on mettrait tous les œufs dans le même panier, on considérait que c'est l'ensemble du quantique qui devrait être sous-financé à la fois dans le privé et dans le public. Donc il y a un risque global, en fait, même si ça vient plutôt du calcul. Et puis, on peut terminer aussi par l'actualité française avec notre passage chez l'agence Excelsior, où on est allé raconter notre histoire, 4 ans et demi de quête du quantique. Et on avait quoi? Il y avait bien une trentaine de personnes dans la salle sur Oh, un peu 60 plus, une inscrits. quarantaine, je crois, oui, une Un quarantaine. peu Oui. plus, hein, mais bon, et puis tu as pu dédicacer le premier tome de ton livre qui était offert à tous les participants. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des participants? Est-ce que Ah bah, pas forcément détaillé, mais il y a des participants d'horizons assez variés. Il y avait une part de personnes du monde du quantique, comme Michel Curec, hein, qui maintenant travaille chez Multiverse. Mais il y avait surtout des curieux de responsabilité innovation informatique dans les entreprises et des lecteurs. Et j'ai été très surpris de voir un jeune. Je vois un jeune d'une trentaine d'années qui voulait avoir la signature, et puis il me disait, je l'ai lu en entier. Tomber sur quelqu'un qui a lu le bouquin en entier de 836 pages, c'est pas mal, Ça quoi. fait une deuxième personne avec Michel, justement, qui a priori, lui, a Exactement. Ouais, lu ouais, ouais, plusieurs ouais. fois. Bon, je pense qu'il y en a plus que deux, Puis tu te mais le ça, corriges. vu la taille du livre, je suis bonheur que quand même peu de gens l'ont lu en entier. Donc, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui en a vraiment profité in extenso, quoi. Bon. Moi, je le comparerais un petit peu au Ernest Gombrich de l'histoire de l'art. Je ne sais pas si tu connais Non, pas du c'est tout. C'est le pas du tout bouquin mon de domaine. référence qui Ouais. justement vulgarise toute l'histoire de l'art. Il est très connu dans le milieu artistique et c'est un bouquin qu'on donne à tous les étudiants quand ils arrivent. C'est pareil, c'est un bon pavé, mais c'est un peu romancé, c'est bien écrit. Et je Mhm. pense que ton bouquin, c'est un peu ça en fait. C'est le Gombrich, le Gombrich du quantique. Dans chaque domaine, il doit y avoir un Alors, équivalent, c'est sûr. Ouais. Ouais. ouais, mais c'est bien de le savoir. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'art, voilà. J'ai découvert ça il y a 30 ans maintenant. Alors, on va continuer avec l'actualité scientifique et une nouvelle rubrique avec ta revue des nouvelles publications scientifiques avec justement des liens qui sont fournis dans les textes accompagnés du podcast. Hein, donc, vous pourrez retrouver tous les liens. Tu es de plus en plus féru des review papers. De quoi s'agit-il? Alors, ce qu'on appelle un review paper, j'en parle un peu dans le bouquin d'ailleurs, ce sont des papiers qui font un peu un état de l'art dans un domaine donné. Ce n'est pas forcément des papiers qui correspondent au résultat d'un travail scientifique faisant avancer l'état de l'art en question, mais ce sont des papiers qui sont très utiles pour comprendre l'état de l'art dans un domaine. En général, d'ailleurs, ils sont rédigés par un collectif de chercheurs international qui sont les spécialistes du domaine. Parfois, tu peux avoir des dizaines d'auteurs sur des papiers comme ça. Alors, je vais vous en citer quelques-uns et qui ont des formats différents. Le premier que j'ai trouvé intéressant, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un papier de chercheur, c'est un papier qui a été rédigé par David Shaw de Fact-Based Insight, qui est une sorte d'analyste anglais du secteur. Il fait un petit peu un travail voisin du nôtre, mais en Angleterre. Et il a publié un article qui s'appelle Quantum Algorithms Outlook 2022. En gros, il fait une pige
plutôt une pige presse en fait, des publications qui sont sorties autour des algorithmes quantiques. Ça permet de faire un tour d'horizon. Alors après, si on creuse plus dans le détail, j'ai trouvé un autre papier de David Peral Garcia de 28 pages qui s'appelle Quantum Machine Learning and its Application. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un peu l'état des lieux des algorithmes de machine learning. Puis un troisième qui s'appelle Noisy Intermediate Scale Quantum Algorithms par Kishore Bharti et surtout Alan Aspuru-Jusic, qui est un des grands spécialistes des algorithmes, hein, qui est un des cofondateurs de la startup Zapata aux États-Unis, et qui fait 91 pages. Alors, il faut se le cogner, c'est un gros truc. Mais bon, c'est un sujet intéressant parce que faire un tour d'horizon des algorithmes NISQ pour une entreprise intéressée, c'est le moyen de voir ce qu'on pourra faire à court terme, en fait, avec le calcul quantique. Puisque le NISQ, ça correspond aux machines qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir, en gros, pendant au moins 5 à 10 ans, avant qu'on atteigne les capacités à faire du large-scale computing avec des machines avec un plus grand nombre de qubits. Donc, ce sont des algorithmes qui ont une caractéristique, c'est qu'ils supportent, en théorie, hein, sur le papier, des qubits bruités, non corrigés, et malgré tout, ils sont censés servir à quelque chose. Donc, voilà un papier intéressant que je vais probablement utiliser pour mettre à jour mon livre dans la prochaine édition. Alors, il y a aussi des papiers du même genre dans le hardware. Ça, on venait de voir la partie logicielle. Mesoscopic Physics of Nanomechanical System. Ça a l'air sympa. Alors, par Adrienne Bachtold, et 87 pages. Donc là, c'est un papier sur un sujet que je vais devoir explorer. Pareil pour la prochaine version du livre. C'est sur les mécanismes quantiques qui fonctionnent avec des systèmes mécaniques. Mécaniques au sens physique, à des systèmes qui vibrent en fait. Et il se trouve que ces systèmes-là sont utilisés dans certaines technologies quantiques et ça vaut le coup de regarder à quoi ça sert et comment ça marche. Un autre papier qui a été rédigé notamment par Simon Benjamin de la startup anglaise Quantum Motion, qu'on connaît un petit peu, que j'avais rencontré il y a 3 ans. C'est Multicore Quantum Computing, qui correspond à un sujet que je regarde aussi très très près, qui correspond aux architectures multicœurs. Donc, comment tu relis plusieurs cœurs entre eux et quelles sont les options qui sont imaginées. Et puis, un autre encore, tout ça, on vous donnera les liens. The Impact of Hardware Specifications on Reaching Quantum Advantage in the Fault Tolerance Regime. Donc là, qui est un papier qui réévalue une nouvelle fois le nombre de qubits physiques dont on aura besoin en liaison avec le temps de calcul pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, par exemple, ils sont amusés à regarder combien de qubits il faudrait pour casser le Bitcoin avec des algorithmes type Shor. Donc, ils ont abouti à un résultat qui est intéressant, c'est entre 13 et 317 millions de qubits. Ça nous avance bien parce que 13 millions de qubits, tu n'es pas près de les avoir, ni 317 a fortiori. Mais c'est un petit peu différent des 20 millions de qubits de l'algorithme de Craig Guinness de mai-juin 2019 pour casser Shor, pour casser Nuclear SA 2048. Et c'est des ordres de grandeur d'ailleurs qui sont assez voisins pour simuler la fameuse molécule FeMoco qui est utilisée potentiellement pour améliorer le fameux procédé Haber-Bosch dont tout le monde parle pour la production des engrais. Donc voilà. D'ailleurs, le Quantum Insider, pour une fois, ils ont trouvé un titre raisonnable en disant des chercheurs ont trouvé qu'un ordinateur quantique permettant de casser le Bitcoin devrait être des millions de fois plus puissant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de calmer un peu les gens qui ont peur en termes de cybersécurité, quoi. Ok. Alors, on va continuer aussi sur comment évaluer les qubits exotiques qui apparaissent régulièrement. Qu'est-ce que c'est qu'un qubit exotique, Olivier? Et puis aussi, quel est leur TRL? Alors, un qubit exotique, pour moi, c'est des types de qubits qui sont proposés par des équipes de recherche dans le monde entier, mais qui ne sont pas forcément classifiables dans les classes habituelles. Les ions piégés, les atomes froids, le supraco, le silicium. La dizaine qu'on connaît bien et dont on parle régulièrement dans cette Voilà, et émission. régulièrement, tu vas trouver des publications scientifiques, alors dans Archive d'abord et puis dans les revues à comité d'auteurs, qui te présentent un qubit complètement exotique. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça correspond? Et comme très souvent, les qubits sont présentés dans des revues scientifiques de vulgarisation avec des titres à l'emporte-pièce, tu te dis, c'est la révolution ou pas, quoi. Alors, la question de leur TRL, Technology Readiness Level, c'est de savoir si ces qubits sont des objets de recherche fondamentale extrêmement éloignés de l'industrialisation ou est-ce qu'au contraire, ils vont révolutionner le calcul quantique très prochainement. Alors, réponse simple,
le TRL est en général très bas. C'est-à-dire que leur proximité avec l'industrie est très, très basse. Très souvent, d'ailleurs, ce sont des preuves de concept à toute petite échelle qui sont très, très, très loin d'être industrialisables dans un véritable ordinateur quantique avec des dizaines de qubits. Alors, j'en ai trouvé un comme ça, un oiseau de ce type-là, et je vais en faire un inventaire un peu plus complet dans la prochaine version du livre. Ça va m'occuper pendant le printemps, avec des qubits à base de carbure de silicium. Alors, le carbure de silicium, c'est d'ailleurs un matériau qui sert aussi à faire des transistors de puissance chez ST Microelectronics, qui a fait des acquisitions dans ce domaine-là, donc dans un domaine non quantique. Mais ça peut servir aussi à créer des qubits qui utilisent des cavités et des défauts, un peu comme dans les NV Center, les cavités avec des diamants. Donc, c'est une variante en fait du NV Center, mais avec du carbure de silicium au lieu d'être du carbure d'azote. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est avec de diamants dans lesquels il y a des atomes d'azote. Là, c'est du silicium qui remplace l'azote. Et donc, moi, je me suis bien amusé quand j'ai vu sur Tom's Hardware, qui est un site que tu connais, c'est un site de geek dans le numérique, qui balance un truc comme quoi des chercheurs ont trouvé une solution pour exécuter des centaines de millions d'opérations. C'était ça le titre. Mais vraiment, tape à l'œil, quoi. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est la sémantique de la presse. Le titre, il disait précisément « Researchers achieve 100 million quantum operations ». Donc, ça veut dire que les chercheurs ont réalisé 100 millions d'opérations quantiques à la queue leu-leu. Il faut savoir que 100 millions d'opérations à la queue leu-leu, c'est à comparer avec à peine la dizaine à la vingtaine d'opérations qu'on est capable de faire avec les qubits existants. Donc, quand tu vois ça, tu te dis « Ah ouais, c'est intéressant quand même, 100 millions d'opérations ». Alors, tu lis le texte de l'article avant même de tomber sur l'article scientifique qui est derrière, c'est que les chercheurs ont calculé qu'ils pourraient théoriquement exécuter 100 millions d'opérations pendant 5 secondes. Parce qu'ils ont validé le fait que pendant 5 secondes, les qubits étaient stables. Alors, en fait, ça n'a rien d'étonnant, parce que les qubits à base de cavité sont plus stables que les autres types de qubits. Ça fait longtemps qu'on le sait, les NV Center, ils sont plus stables. Sauf qu'il y a un petit problème qui n'est pas entièrement résolu par les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas les intriquer facilement. Donc, théoriquement, on pourrait effectivement exécuter un nombre de portes quantiques, d'ailleurs, dont ils ne précisent pas trop la fidélité, mais à la queue leu-leu, parce que le qubit est stable pendant 5 secondes. Mais comme on ne sait pas les intriquer, ça ne sert à rien. Donc, c'est un bon exemple, c'est un bon exemple de truc en demi-teinte. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois une annonce comme ça, il faut évidemment toujours prendre l'annonce avec des pincettes. Et puis, il faut essayer de trouver l'information qui manque. Donc, par exemple, quand ils te disent il y a plein d'opérations à la queue leu-leu, tu regardes, oui, en détail, mais est-ce que c'est des portes à 1 qubit, des portes à 2 qubits? Et là, comme c'est juste théoriquement des portes à 1 qubit et il n'y a pas du tout de caractérisation de l'intrication, bah, en fait, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, quoi. Donc, ça veut dire que c'est de la recherche fondamentale. C'est loin, loin d'être industrialisé. Voilà. Un bon exemple. Et j'en ai d'autres en magasin comme ça. Oui, mais on a encore plein de choses à raconter et je sens que tu vas me dépasser cette demi-heure habituelle. T'inquiète pas. Hein, tu prends de mauvaises habitudes, ce n'est pas un décode quantum. Alors, on passe à l'actualité internationale. Le Québec lance des zones d'innovation, dont une sur le quantique à Sherbrooke. Ils annoncent un plan d'investissement impressionnant de 435 millions de dollars canadiens, dont 131 provenant du gouvernement du Québec. Dans le cadre de ce plan, les startups OneQubit, Pascal et de Sherbrooke s'installent à Sherbrooke, représentant un investissement de 205 millions sur 5 ans. Alors, Eidos Sherbrooke est un studio de jeux vidéo qui envisage d'utiliser des ordinateurs quantiques. C'est pour toi, ça, hein? C'est marrant, ça. Mais ouais. Alors, comment on va utiliser ces ordinateurs quantiques pour du jeu vidéo? J'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas cette boîte qui n'était pas du tout dans mon inventaire de start-up dans le quantique. Bon, peut-être qu'ils ont cédé à la mode et voilà, peut-être qu'ils ont des idées. Mais il y a probablement des choses à faire. Non, alors, ce qu'on peut dire, en optimisation. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sera clairement pas dans le traitement de l'image, puisque ça ne va pas être pour ça qu'un ordinateur quantique tourne. Par contre, en effet, sur tout ce qui est calcul, tout ce qui est IA derrière et tout ce qui est entraînement des IA et accélération des simulations, des personnages, etc. Il y a peut-être des choses à creuser. C'est un peu osé, mais c'est un peu tôt, mais c'est intéressant. On va il y a suivre Pascal ça. surtout. Mais il y a Pascal surtout. C'est marrant, oui, en plus. Pascal qui est partenaire de cette opération. Oui. Alors, ils sont un peu partout en même temps. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir c'est vrai qu'ils sont partout.
Mais Ils ont alors, bien recruté là, hein. ce plan, il m'a beaucoup intrigué. J'ai regardé d'ailleurs la conférence de son annonce quand il a lieu, là, au début du mois. Alors, c'est un peu les petits pas dans les grands, parce qu'ils annoncent un plan de 435 millions de dollars canadiens, ça fait à peu près 400 millions de dollars, hein. Et tu te dis, ouais, c'est énorme, 400 millions pour juste une région du Canada, quoi. C'est le Québec. Et donc, bon, quand tu creuses un peu, tu sens quand même que c'est les petits pas dans les grands. Alors, le gouvernement ne met qu'un tiers de ça, donc 131 millions de dollars, mais surtout, la moitié de cet investissement, c'est-à-dire 68 millions de dollars, eh bien, ils sont consacrés à un partenariat avec IBM dans le cadre de l'installation d'un Q-System One, le fameux un des ordinateurs quantiques d'IBM, probablement celui de 27 qubits, à Sherbrooke, et en liaison avec les équipes de recherche d'Alexandre Blais, qui est en gros, c'est le Daniel Estève du Canada, hein, c'est le grand spécialiste des qubits supra à Sherbrooke, et qui par ailleurs est à l'origine de la startup Nord Quantique. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, il va se passer quelque chose, quoi. Mais je trouve ça énorme qu'une région finalement investisse la moitié de son argent public pour accueillir IBM, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne, près de Stuttgart, l'année dernière, avec le Fraunhofer. Et l'autre moitié, donc l'autre moitié des 131 millions de dollars, ils sont consacrés à des projets de recherche, au financement de la recherche à Sherbrooke, qui est une des grandes universités du Canada, en plus de Waterloo, Toronto et Vancouver, enfin, et plein d'endroits. Donc voilà, c'est intéressant. Et il faut se rappeler qu'évidemment, ces montants sont sur 5 ans. Ces montants, finalement, comprennent 270, enfin 280 et quelques millions de dollars qui sont censés venir du privé sur 5 ans. C'est toujours des financements pas garantis, ça. C'est comme les 500 et quelques millions du plan français de 1,8 milliard. C'est censé venir. Mais... Bon, alors, bref, ça m'intrigue beaucoup cette histoire d'IBM là, et de Nord Quantique. C'est genre le truc que tu mets dans un mouchoir, tu te dis, dans 2 ans, il va se passer quelque chose, quoi. C'est comme l'histoire de Ah, Psyquantum et Microsoft. Là. à suivre. Ouais, exactement. Donc, to be continued. Alors, après IonQ et Rigetti, c'est au tour de D-Wave d'annoncer une SPAC, une introduction en bourse via un fonds d'investissement dédié DPC Capital qui est basé en Floride. On y retrouve quelques personnages à couleur de la tech comme Eric Schmidt, qui est un ex-Google, Peter Diamandis, Singularity University, Shervin Pichnar, un ancien fondateur d'Hyperloop One, et Desiree Gruber, une productrice de show TV, rien que ça. Il prévoit par ce biais de lever 340 millions de dollars, dont 40 venant d'un fonds de pension canadien, PSP Investment. Alors, Olivier, je crois qu'hier, tu as réussi à avoir un cours sur qu'est-ce qu'une SPAC par Rodrigo Sepúlveda. On était ensemble, ouais. Voilà, exactement. Moi, ça m'intrigue, ces histoires de SPAC, parce que on sait qu'il s'agit de la création d'une sorte de fonds d'investissement qui cherche une entreprise dans laquelle investir, qui investit dans cette entreprise ensuite et qui la cote en bourse, en fait. Alors, c'est le fonds qui est coté en bourse. Le fonds peut être renommé dans le nom de la boîte qu'il a acquis. C'est ce qui est arrivé à IonQ en octobre dernier. Et la question qui se pose, c'est à quoi ça rime d'un point de vue financier. Alors, ça permet de faire des choses un peu plus simples en termes régulatoires. Par contre, ce que Rodrigo nous a bien expliqué, c'est que ça coûtait assez cher, hein, en fait, puisque le fonds prend une commission qui est énorme, en fait, par rapport à une levée de fonds classique avec un leveur de fonds. Donc, en gros, si tu fais une levée de fonds pour une startup et que tu fais appel à un leveur de fonds, ça va te coûter entre 5 et 8%, je crois, à peu près, du capital levé. Là, les gars, ils prennent plus de 20%. Plus des banques d'affaires qui s'intègrent là-dedans. Et alors, ce que nous racontait Rodrigo aussi, qui était assez intéressant, c'est qu'il y a eu en tout 500 SPAC, tous sujets confondus, hein, récemment. Mais dans les 500, il y en a plusieurs centaines qui n'ont pas encore trouvé leur cible d'acquisition, quoi. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs dans les SPAC quantiques, comme celle d'IonQ, de Rigetti ou celle de D-Wave, c'est qu'en fait, le fonds d'investissement qui fait l'acquisition, il a été créé longtemps avant l'annonce de la SPAC, en fait. C'est-à-dire que le fonds, il existe. C'est presque un fonds zombie qui a récupéré de l'argent et qui attend de trouver une proie. Et au moment où la proie est trouvée, tu entends parler du fonds qui annonce qu'il va acquérir la société. Et donc, dans cette SPAC avec D-Wave, qui, il faut dire, concerne quand même une entreprise qui a 23 ans d'ancienneté, qui est valorisée à 1,6 milliard d'après les documents qui ont été publiés, il y a aussi Goldman Sachs et NEC, une société japonaise qui investit aussi dans le quantum computing. Alors, ce qui est intéressant quand une SPAC est annoncée, c'est que les chiffres deviennent publics sur la startup en question.
Donc, par exemple, D-Wave a beau avoir 23 ans d'ancienneté, tu n'avais aucun chiffre public sur son chiffre d'affaires. Bah, maintenant, tu les as. Et donc, ils font 11 millions. Ils faisaient 11 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2021, donc l'année dernière, pour 59 millions de pertes. Alors, ils anticipent une très forte croissance à partir de 2025, comme tout plan de start-up qui se respecte. Donc, c'est dans 4 ans, 5 ans que le bonheur arrivera. Et ça les mènerait en théorie à plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2026 et la profitabilité. Et donc, le SPAC, il est censé leur apporter le cash qui leur permettra de tenir jusqu'à cette profitabilité. Alors, sachant qu'on apprend aussi des choses intéressantes qui n'étaient pas publiques. Ils sont 180 personnes, mais dont 36 PhD. Ce qui n'est pas beaucoup, je trouve. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Parce que quand je vois les recrutements chez Pascal, Candela ou Psychantom, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de PhD dans ces startups créées récemment. Et alors, là, on retrouve un truc que je décris d'ailleurs dans mon papier sur la Quantum Hype. Alors, il pipote grave sur le marché ciblable. Et ça, c'est une manière de pipoter les investisseurs. Il raconte que le marché, ce qu'on appelle le Total Addressable Market, qui est la totalité du marché dans lequel tu pourrais prendre une part, en fait. Donc, par exemple, si tu fais de la pub, tu dis, je prends tout le marché de la pub. C'est le TAM. Et là, ils indiquent que le TAM serait situé entre 450 milliards et 850 milliards de dollars. Et alors, ils reprennent les données du BCG, sauf que les données du BCG, elles couvrent non pas le TAM, mais elles couvrent la création de valeur chez les clients. La création de valeur chez les clients, ce n'est pas ton marché. Ton marché, c'est ce que tu vends aux clients. Ce n'est pas ce qu'ils en font et ce qu'ils en tirent. Donc, en gros, ça modifie d'un rapport de 1 à 10 à 1 à 20 la taille du marché réel. Donc, c'est quand même un gros pipotage. Voilà. Bon, mais c'est assez agaçant, mais c'est dans les slides officiels de D-Wave en disant, voilà, on va prendre un bout de ce marché-là, quoi. Et sachant qu'en plus, le BCG, ils disent que c'est en 2040 ou 2050 qu'on atteindra ce chiffre-là. Donc, là, ils parlent de 2026. Donc, bref, j'ai aussi entendu dire, d'ailleurs, j'ai aussi entendu dire une news intéressante, c'est que D-Wave était à vendre depuis quelque temps. Ils cherchaient à se vendre. Et comme ils n'ont pas trouvé d'acquéreur, ils ont trouvé un fonds. Un fonds de singularistes. On appelle ça les singularistes, c'est ça. Peter Diamandis, c'est quand même un fou furieux qui a créé l'université de la singularité qui est située où juste à côté de Palo Alto, là, dans la Californie. Shervin Pichnar, qui a créé Hyperloop One, qui a été racheté ensuite par Virgin. C'est pédigré assez marrant, quoi, dans le fond. C'est assez marrant. De grands rêveurs, on va dire, quelque part. Alors, justement, on va revenir à Rigetti, qui elle aussi avait fait une SPAC, mais là, justement, qui annonce des résultats quantitatifs pour ces qubits supraconducteurs. Ils ont fait cela en 2 temps. D'abord, pour le dernier processeur de 80 qubits, pour lequel ils ont fourni quelques détails techniques intéressants, puis pour un processeur expérimental de 9 qubits. Tu nous donnes les détails? Alors, il y a un lien avec le SPAC, là aussi. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, le SPAC de Rigetti, il a été annoncé, à savoir que donc le fonds d'investissement a pris le contrôle de Rigetti, mais l'introduction en bourse, je n'ai pas compris si elle était faite ou pas faite, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire, quoi. Et donc, ils sont amenés à communiquer des résultats techniques, probablement pour embellir la mariée. Ça joue un peu, quoi. Et alors, ils ont annoncé 2 choses, effectivement. Ils ont d'abord documenté leur fameux processeur de 80 qubits. Alors, ce processeur, quand ils l'ont annoncé il y a quelques mois, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. C'était 40 fois 2 qubits. Donc, la question, c'était est-ce qu'il s'agissait de 2 processeurs reliés entre eux, on ne sait pas comment, ou autre chose? Eh bien, dans la publication qu'ils ont faite la semaine dernière, ils ont montré qu'en fait, ces 2 fois 40 qubits, c'était un seul chipset avec une topologie un peu particulière qui reliait 2 blocs de qubits, mais c'est bien 80 qubits. Et donc, ils ont publié le CLOPS du système. Alors, le CLOPS, on en avait parlé en novembre, c'était IBM qui avait annoncé ça. C'est en gros la vitesse d'horloge du processeur. C'est en gros combien de séries d'opérations à la seconde il est capable de faire. Et donc, il a un CLOPS de 850. Alors, ça t'embouche un coin, tu dis, OK, 850, mais c'est bien, c'est pas bien. IBM, ils sont à plus de 2000 dans les cartes processeurs. Donc, ce n'est pas extraordinaire. OK. Et ils ont annoncé aussi des fidélités de porte à 2 qubits. Alors, la fidélité à 2 qubits, c'est 96,5%. Entre nous, c'est nul. Enfin, c'est nul. Avec ça, tu ne fais pas de correction d'erreur. Et avec ça, tu ne fais pas de calcul qui tienne la route.
Et c'est à peu près du même ordre de grandeur selon les jours des 127 qubits d'IBM qui ont été annoncés en novembre dernier et dont le taux d'erreur varie entre 3 et 17% selon les jours, puisqu'ils mettent à jour ça à peu près tous les jours en ligne. Et surtout, c'est largement en dessous des 99,9% qu'il faudrait obtenir a priori pour faire de la correction d'erreur efficace. Alors après, ils ont annoncé un deuxième truc, et c'est là où il y a une entourloupe. Ils ont annoncé qu'ils étaient capables d'obtenir un record de 99,5% sur une architecture de processeur pour des portes à 2 qubits. Alors, ça a l'air vachement bien sur le papier. Sauf que, manque de bol, c'est trompeur parce que ça porte sur un processeur de 9 qubits supra. Et comme le démontrent d'ailleurs les données d'IBM publiées régulièrement, on sait que dans les qubits supraconducteurs, la fidélité, elle décroît rapidement avec l'augmentation du nombre de qubits. Donc, si tu fais 99,5, même si ton architecture est nouvelle sur 9 qubits, il n'y a aucune garantie que tu obtiendras le même résultat avec 80 qubits ou 100 qubits. Donc, bref, ça montre c'est difficile de faire évoluer ce type de qubits quand tu augmentes le nombre, en fait. Donc voilà la situation. C'est intéressant. Mais bon, Rigetti, ce n'est pas encore le best in class dans le domaine. Alors, on continue avec un projet de recherche, le Dutch Brilliance, qui implique la start-up australo-allemande Quantum Brilliance, le Fraunhofer Institute et l'Université d'Ulm pour créer un processeur à base de NV Center avec 19,9 millions d'euros à la clé. Il y a beaucoup d'argent pour financer la recherche quantique en Allemagne. C'est en tout plus de 2,7 millions d'euros incrémentaux sur 5 ans. Ça va apporter quoi tout ça, Un milliard, tu as dit millions, là, c'est milliards. Ouais. Ah, pardon, j'ai dit millions. Bah oui, non, c'est 2,7 milliards d'euros. 2,7 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. En fait, les Allemands, ils sont très riches. Ils ont bénéficié d'un plan en plusieurs parties. Il y avait d'abord 650 millions qui avaient été attribués en 2019. Puis après, il y a une rallonge qui a mené le total à 2 milliards en juin 2020. Et là-dessus, il faut rajouter une estimation d'environ 700 millions d'euros qui viennent des Länder, des régions. Et tout ça, c'est de l'argent frais pour la recherche publique. Ce n'est pas de l'argent privé. Donc, c'est beaucoup d'argent, surtout si tu le compares à une estimation approximative d'environ 400 millions d'euros incrémentaux pour la recherche fondamentale en France, liée au plan annoncé il y a 1 an. Et donc, les Allemands, ils ne savent pas trop quoi faire de l'argent, j'ai l'impression, donc ils le mettent un peu partout. Ils ont plusieurs projets de processeurs quantiques, bon, comme chez nous en France. Ils ont plein de projets dans tous les domaines. Et là, il s'agit d'un projet, disons, qui porterait sur la fabrication à grande échelle de processeurs, et notamment de processeurs multicœurs ou multinœuds, dans une salle blanche du Fraunhofer à Fribourg, et avec des qubits NV Center qui sont censés travailler à température ambiante. Or, comme Jean-François Ranc nous l'a dit ou me l'avait dit, générer des portes quantiques avec de l'intrication avec des NV Center à température ambiante, c'est un petit peu illusoire. Et Quantum Brilliance, en tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Et ils sont censés avoir commercialisé une machine de 5 qubits qui tient dans un desktop. Bon, ça fera peut-être avancer la science des matériaux, parce que je pense que c'est là où il y a un apport des chercheurs allemands. Les Allemands, ils ont beaucoup de processus pour améliorer la croissance des matériaux, pour leur fabrication, pour fabriquer en volume des processeurs avec ce type de défaut dans les diamants. C'est possible que ça améliore l'état de l'art, mais moi, j'ai une grande interrogation sur la réalité du caractère opérationnel de ce genre de qubits pour faire de l'intrication et du calcul complet. Donc, on va voir, c'est une interrogation. Et en fait, la startup en question, elle est australo-allemande, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe qui est en Allemagne et une partie qui est en Australie. Voilà. Ok. Bon, alors, une petite levée de fonds, ça faisait longtemps. Hein. Donc, non, en fait, comme d'habitude. Alors, on a Terra Quantum, des Suisses, qui lèvent 60 millions de dollars pour développer leur offre logicielle. Alors, c'est quel type de logiciel? Qu'est-ce que ça fait, Terra Quantum? Déjà, 60 millions de dollars dans du soft, ce n'est pas courant. Hein. Autant tu peux trouver des centaines de millions dans le hardware, mais dans le software, je ne connais pas des masses, des startups qui ont levé autant. Il y a probablement Zapata, QCware qui sont dans ces ordres de grandeur-là. Et encore, je n'ai pas les montants en tête. Ils font un peu de tout, hein, ces Suisses. C'est une équipe qui a été créée par des scientifiques. Hein, ce n'est pas une équipe de bras cassés ou de branquignoles. Hein.
mais ils font beaucoup de choses. Je trouve qu'ils sont un peu dispersés. Ils ont à la fois une offre d'algorithmes quantiques qui touche les marchés habituels, pharmacie, logistique, etc. Ils font du cloud, mais leur cloud n'est pas très clair. Ils ont un truc qui s'appelle QMware, mais je n'arrive pas à comprendre sur leur site ce qu'il y a dedans, quoi. Toi qui es dans le cloud, tu pourrais creuser, parce que j'ai du mal à voir si c'est que de l'émulation ou s'ils donnent accès à des machines et lesquelles et où et comment, ce n'est pas très clair. Et puis, ils ont aussi une solution de QKD, tant qu'à faire, donc de distribution de clés quantiques. Et, by the way, ils ont aussi un générateur quantique de nombres aléatoires, une QRNG. Et par ailleurs, ils ont même annoncé qu'ils s'intéressaient à la création de qubits supraconducteurs. Bon, ça me rappelle un peu les Comme tu startups dis, ils sont indiennes. bien distingués. Non, mais attends, ça me rappelle les startups indiennes et chinoises qui annoncent qu'elles font tout à la fois, comme un plan quantique d'un pays. Bon, sachant qu'on ne s'improvise pas fournisseur de qubits supra comme ça. Il faut voir qu'IBM, ils ont plus de 400 personnes dessus. Rigetti, il y a probablement 200 personnes chez eux. Tous les projets qu'on connaît de qubits supra, et Google aussi, c'est au moins 100 à 150 personnes. C'est des projets où il y a beaucoup de monde. Donc, tu ne deviens pas comme ça du jour au lendemain spécialiste. Alors, tu peux éventuellement acheter des qubits sur le marché. Il y a des startups qui fournissent des processeurs, mais tu ne vas pas créer des qubits supra comme ça. Donc, bon, c'est intéressant, mais c'est une société qui est difficile à cadrer, difficile à interpréter au niveau de ce qu'elle fait. Voilà. Ok. Et puis, une autre levée de fonds, ce coup-ci en Israël, 33 millions de dollars pour Classic, avec juste un Q à la fin. C'est un autre éditeur de logiciels. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils font aussi des logiciels et du middleware pour créer des applications. Mais eux, au moins, ils ne prétendent pas faire des qubits supra et de la QKD, de la QRNG. Donc, on va dire qu'ils sont plus focalisés, quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai été interviewé par le patron du marketing de cette boîte à propos de mon article sur la hype. Il s'appelle Yuval Boger, je crois. Et il est basé aux États-Unis et il anime des podcasts comme nous, comme Decode Quantum. Et son podcast s'appelle The Qubit Guys Podcast. Et il a interviewé déjà une trentaine de personnes. Donc, j'étais le dernier dans la liste. Voilà. Bon, eh ben, on arrive à la fin de ce 36e Quantum et on a un petit message à vous passer. N'hésitez pas à nous contacter pour nous signaler des news importantes côté français ou international ou même pour nous envoyer vos questionnements et interrogations, voir vos avis sur l'actualité scientifique internationale quantique. Olivier sera ravi d'échanger et d'updater. Parce qu'on a beau chercher, regarder, Ah essayer ben, il de n'y a pas voir de qu'est-ce qui miracle, se hein. Les passe. infos qu'on peut partager, on les obtient quelque part. Donc, voilà. Voilà. Donc, on n'est jamais à l'abri de devoir updater des choses et on sera ravis de partager avec vous. Voire de les Et corriger, d'ailleurs, puis, ça nous est déjà arrivé. Hein. Oui. de faire des erratums, bien évidemment. Et en tout cas, voilà, c'était encore une bonne émission bien chargée. On se retrouve dans quelques semaines pour le prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.